Tout commence bien avant la première flamme, à un instant où rien ne brûle encore. Devant nous, il n'y a qu'un tronc de bois, massif, silencieux, encore imprégné de l'humidité de la forêt. À première vue, il semble ordinaire. Et pourtant, il renferme déjà toute l'énergie qui, plus tard, se libérera sous forme de chaleur. L'histoire du charbon de bois débute précisément ici, dans cette matière brute, lourde, vivante il y a peu, qui va lentement changer de nature. Dans les parcs à bois des sites de production, des camions arrivent chaque jour, chargés de troncs fraîchement abattus. Certains arbres ont été coupés quelques jours seulement auparavant. Leur bois est dense, gorgé d'eau, parfois à plus de 50% d'humidité. À ce stade, il serait impossible d'en faire un bon combustible. Allumé tel quel, il dégagerait une fumée épaisse, brûlerait mal, gaspillant une grande partie de son potentiel énergétique. Avant toute chose, ce bois doit être préparé, discipliné, transformé avec méthode. Les troncs sont déposés sur de longs convoyeurs métalliques qui les entraînent vers la première étape industrielle. Des scies mécaniques de grande taille entrent en action. Le bruit est sec, régulier. Les lames découpent le bois en segments de longueur parfaitement contrôlés. Rien n'est laissé au hasard. Chaque dimension est pensée pour correspondre exactement au four dans lequel le bois sera transformé. Un morceau trop long perturberait la circulation de la chaleur. Trop court, il se consumerait trop vite. Dès cette étape, la précision conditionne la qualité finale. Ces sections avancent ensuite vers des fendeuses hydrauliques. Là, sous une pression immense, des lames d'acier s'enfoncent lentement dans le bois. Le tronc se sépare, non pas brutalement, mais de façon contrôlée, en blocs réguliers. Cette opération est essentielle. Elle permet d'obtenir des morceaux de taille homogène, capables de réagir de manière similaire à la chaleur. Si les blocs étaient trop différents, certains carboniseraient trop vite, d'autres pas assez. L'uniformité est la clé. Elle garantit une transformation stable, prévisible, maîtrisée. À ce stade pourtant, le bois reste impropre à la carbonisation. Son ennemi principal est encore présent, l'eau. À l'intérieur des fibres, l'humidité est omniprésente. Avant d'entrer dans un four de carbonisation, le bois doit être séché. Les blocs sont donc transférés vers de grands séchoirs industriels, hermétiquement contrôlés. Ici, l'oxygène est volontairement limité. Il ne s'agit pas de brûler, mais de chauffer doucement. La température augmente progressivement. L'eau contenue dans le bois se transforme en vapeur et s'échappe lentement. Ce séchage demande du temps. Un lot standard peut représenter près de 27 tonnes de bois humide. Il faut souvent une douzaine d'heures pour abaisser le taux d'humidité à un niveau sûr. Trop rapide, le séchage provoquerait des fissures internes. Trop lent, il ralentirait toute la chaîne de production. À la sortie du séchoir, le bois est plus léger, plus stable. Il a perdu une grande partie de son eau, mais il n'a pas encore changé de nature. Il est désormais prêt à franchir un seuil invisible. Le transfert vers le four marque un moment clé. Le bois quitte la phase de préparation pour entrer dans celle de la transformation chimique. Le chargement du four est une opération minutieuse. Les blocs sont empilés verticalement, serrés les uns contre les autres, avec un minimum d'espace vide. Cette organisation n'est pas esthétique, elle est fonctionnelle. Elle permet à la chaleur de se diffuser uniformément et au gaz de circuler sans créer de zone de surchauffe ou de sous-traitement. Une fois le four rempli, l'ouverture est murée avec des briques. Par-dessus, une épaisse couche de terre est appliquée. Ce scellement est fondamental. Il crée un environnement pauvre en oxygène, indispensable pour que le bois se transforme en charbon plutôt que de brûler entièrement. La terre possède un avantage précieux. Elle résiste aux températures élevées et peut être retirée, réparée et réutilisée après chaque cycle. Ce geste, hérité de techniques anciennes, reste d'une efficacité remarquable. Un four de grande capacité peut contenir plus de 50 tonnes de bois sec. Pourtant, à la fin du processus, il n'en restera qu'une fraction. En moyenne, seulement 11 à 13 tonnes de charbon solide émergeront. Le reste sera parti sous forme de vapeur d'eau et de gaz. Cette perte apparente est en réalité la concentration de l'énergie. Le bois abandonne sa structure pour ne conserver que l'essentiel, le carbone. Le cycle de pyrolyse est long. Il dure généralement entre 7 et 10 jours. Il ne peut être précipité. Une montée en température trop rapide provoquerait une carbonisation inégale. Une interruption brutale ruinerait tout le travail en cours. Une fois le four scellé, les opérateurs commencent à chauffer lentement. Ils surveillent sans relâche la température et les fumées qui s'échappent des évents. Ces fumées sont leur principal indicateur. Elles racontent ce qui se passe à l'intérieur, là où aucun regard ne peut pénétrer. Lorsque la température approche les 300 degrés Celsius, une fumée blanche, dense, commence à apparaître. C'est le signe que l'eau résiduelle et les premiers composés volatiles quittent le bois. À cet instant précis, la transformation est engagée. Le bois cesse progressivement d'être du bois. Il entre dans un processus irréversible. Lentement, sous l'effet de la chaleur contrôlée et du manque d'oxygène, il se prépare à devenir charbon. À partir de cet instant, le processus entre dans sa phase la plus délicate. Le bois est désormais enfermé, chauffé, privé d'air, mais jamais totalement isolé. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'oxygène n'est pas complètement supprimé. Il est contrôlé, dosé, ajusté en permanence. Trop peu d'air, et la réaction s'étouffe. Trop d'air, et le bois s'embrase, réduisant en quelques heures des jours de travail en cendres inutilisables.
Toute la carbonisation repose sur cet équilibre fragile, presque invisible, mais absolument fondamental. Les opérateurs surveillent attentivement les signes extérieurs du four. La fumée qui s'en échappe devient leur principal langage. Au début, elle est blanche, chargée de vapeur d'eau. Puis, progressivement, sa couleur change. Elle jaunit, s'assombrit, parfois tire vers le brun. Ces variations indiquent que les composés organiques du bois se décomposent sous l'effet de la chaleur. Lignine, cellulose, hémicellulose se fragmentent et libèrent des gaz combustibles. Plus tard encore, la fumée peut prendre une teinte bleutée, signe que le processus de pyrolyse est bien engagé. Chaque nuance est interprétée. Rien n'est ignoré. Pour maintenir la réaction dans la bonne zone, l'air est introduit avec parcimonie. De petites ouvertures situées à la base du four laissent entrer juste assez d'oxygène pour entretenir la chaleur, tandis que les évents supérieurs permettent l'évacuation contrôlée des gaz. L'objectif n'est jamais de créer une flamme visible. Une flamme signifierait une perte de contrôle. Ici, la combustion doit rester interne, lente, maîtrisée. Dans certaines installations, ces réglages se font encore à la main, guidés par l'expérience et l'observation. Dans d'autres, des systèmes automatisés prennent le relais. Les fours modernes sont équipés de capteurs thermiques et de sondes de pression. Ils analysent en continu la température interne et la composition des gaz. Des algorithmes ajustent alors automatiquement les flux d'air. Cette technologie permet une régularité remarquable d'un lot à l'autre et réduit la nécessité d'une surveillance humaine constante, jour et nuit. Pourtant, même avec ces outils, le charbon reste un matériau capricieux. Chaque essence de bois réagit différemment. Un bois plus dense retiendra la chaleur plus longtemps. Un bois plus léger libérera ses gaz plus rapidement. L'automatisation assiste, mais ne remplace jamais totalement le regard humain. Lorsque la pyrolyse atteint son terme, le danger est loin d'être écarté. Le bois a cessé d'exister tel qu'on le connaissait, mais le charbon obtenu est encore saturé d'énergie thermique. À l'intérieur du four, les blocs noirs sont incandescents. À ce stade, le moindre apport d'oxygène provoquerait une réaction violente. Le charbon peut s'enflammer spontanément, sans flamme visible, dans une combustion fulgurante capable de consumer des tonnes de matière en quelques minutes. C'est pourquoi le refroidissement est considéré comme l'étape la plus risquée de tout le processus. Dans la majorité des installations industrielles, le charbon est laissé dans le four complètement scellé. Parfois, il est transféré dans de grands conteneurs métalliques hermétiques. Dans les deux cas, le principe est le même, supprimer totalement l'oxygène. Privé d'air, le charbon ne peut pas brûler. Il refroidit lentement, très lentement. Cette phase peut durer entre 10 et 14 jours. Pendant tout ce temps, la température baisse progressivement jusqu'à atteindre un niveau sûr. Cette attente n'est pas négociable. Raccourcir le refroidissement, c'est prendre le risque de perdre l'intégralité de la production. Certaines méthodes plus traditionnelles adoptent une approche radicalement différente. Ici, le charbon encore chaud est extrait du four et immédiatement recouvert d'un mélange de sueur, de cendres et de terre. Ce manteau improvisé étouffe instantanément l'oxygène et provoque un refroidissement rapide de la surface. Une croûte blanchâtre se forme alors autour des blocs. Ce procédé donne naissance à un charbon particulièrement dur, très pur, presque sans fumée à la combustion. Mais le danger est extrême. Une fissure dans la couverture, un courant d'air inattendu, et l'ensemble peut s'embraser en quelques instants. Dans ce contexte, la réussite dépend entièrement de l'expérience et du sang-froid des opérateurs. Une fois le charbon suffisamment refroidi, il peut enfin être manipulé sans risque. Les fours sont ouverts. Les blocs noirs apparaissent, légers, poreux, fragiles en apparence mais riches en énergie. Commence alors une nouvelle phase, plus calme, mais tout aussi déterminante, le tri. Les plus gros morceaux, ceux qui ont conservé leur intégrité, sont séparés. Ils constituent le produit principal. Leur densité et leur structure assurent une combustion longue et régulière, très recherchée pour les barbecues domestiques, les restaurants et les usages professionnels. Ces blocs peuvent être légèrement recoupés pour atteindre des dimensions standards. Cette uniformité facilite l'utilisation et garantit une performance constante. Avant l'emballage, le charbon passe par des machines de calibration. Les morceaux sont guidés, alignés, ajustés. Ils sont ensuite versés dans de grandes trémies qui régulent leur flux vers les lignes de pesage. Là, chaque portion est mesurée avec précision. Aucun sac ne doit être trop léger ou trop lourd. Après la fermeture automatique, les sacs sont transportés vers des zones de palettisation. Des systèmes vibrants tassent le contenu, réduisant les risques de casse lors du transport sur de longues distances. Chaque année, des dizaines de milliers de tonnes de charbon suivent ce parcours. Une fois emballé, il quitte l'usine, prêt à être distribué. Pour l'utilisateur final, il ne s'agit que d'un sac parmi d'autres. Pourtant, derrière chaque morceau, se cache une succession de décisions, de surveillance et de gestes précis, accumulés sur plusieurs semaines. Pendant que les gros morceaux de charbon prennent le chemin du conditionnement, une autre partie de la production suit un trajet différent, tout aussi important. Ce sont les fragments plus petits, les morceaux cassés et la poussière noire générée lors de la manipulation et du transport. À première vue, ils pourraient sembler secondaires, presque insignifiants. Pourtant, à l'échelle industrielle, ils représentent des volumes considérables. Chaque année, à travers le monde, des millions de tonnes de fines de charbon sont ainsi récupérées. Les ignorer reviendrait à gaspiller une ressource précieuse. Ici, rien ne se perd.
Ces fragments, souvent inférieurs à 2 cm, sont collectés puis acheminés par convoyeurs vers des systèmes de broyage. Les machines entrent alors en action, réduisant progressivement le charbon en une poudre fine et homogène. À ce stade, toute forme reconnaissable a disparu. Le charbon n'a plus de structure rigide. Il ne peut plus être utilisé directement comme combustible traditionnel. Mais cette perte apparente ouvre la voie à une nouvelle transformation. Sous forme de poudre, le carbone devient malléable, adaptable, prêt à être reconstitué. La poudre est dirigée vers une zone de mélange. C'est ici qu'intervient un ingrédient discret mais essentiel, le liant. Dans la majorité des installations, il s'agit d'un produit naturel, comme l'amidon de manioc. Ce choix n'est pas anodin. L'amidon est biodégradable, peu coûteux et efficace. Il agit comme une colle, capable de lier entre elles des particules de carbone extrêmement fines. De l'eau est ajoutée en quantité précisément calculée. Le dosage est critique. Un mélange trop sec donnera des briquettes fragiles, qui se fissureront au moindre choc. Trop humide, il perdra sa forme, brûlera mal et produira une fumée excessive. Le mélange est longuement brassé jusqu'à obtenir une consistance homogène. Chaque particule doit être enrobée, chaque liaison renforcée. Cette pâte noire, dense et lourde, contient déjà toute l'énergie du charbon, mais elle n'est pas encore exploitable. Pour lui donner une forme et une résistance, elle doit être comprimée. Elle est alors transférée vers des presses industrielles. Là, la transformation est presque instantanée. Sous une pression énorme, la matière est forcée à travers des moules en acier. En quelques secondes, elle prend une forme standardisée, cylindre, briques rectangulaires ou coussins arrondis, selon les marchés et les usages. Ces briquettes sont visuellement uniformes, lisses, presque parfaites. Leur régularité facilite le stockage, le transport et l'utilisation. Mais malgré leur apparence aboutie, elles ne sont pas encore prêtes. À l'intérieur, de l'humidité est toujours présente, piégée dans la structure comprimée. Si ces briquettes étaient utilisées immédiatement, elles brûleraient de manière instable, produiraient trop de fumée et libéreraient une chaleur inégale. Pour éviter cela, une nouvelle étape est indispensable. Les briquettes fraîchement formées sont transférées vers des fours de séchage industriels. La température y est maintenue autour de 140 degrés Celsius. Ce n'est pas une chaleur violente, mais constante. Elle agit lentement, sur plusieurs heures. L'eau s'évapore progressivement, quittant la structure sans provoquer de fissure. À mesure que l'humidité diminue, la briquette se densifie. Elle devient plus dure, plus résistante, plus stable. Cette phase conditionne directement la qualité du produit final. Une fois sorties du séchoir, les briquettes sont laissées au repos. Elles refroidissent à l'air, atteignant progressivement une température ambiante. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elles atteignent leur état final. Elles peuvent alors être manipulées, stockées et emballées en toute sécurité. Comme pour le charbon en morceaux, le conditionnement est automatisé. Les briquettes sont pesées avec précision, en sachets, puis palettisées. Elles rejoignent ensuite les circuits de distribution, prêtes à être utilisées dans des millions de foyers. À travers ce processus, le cycle du charbon de bois se referme presque complètement. Du tronc massif à la plus fine poussière de carbone, chaque élément a trouvé sa place. Ce système ne repose pas uniquement sur la production, mais sur l'optimisation. Il maximise l'utilisation de la matière première, réduit les déchets et transforme ce qui pourrait être une perte en une ressource énergétique stable. Ce chemin parallèle, souvent invisible pour le consommateur, illustre une réalité fondamentale de l'industrie du charbon, rien n'est laissé au hasard. Chaque fragment compte. Chaque gramme de carbone est valorisé. Derrière la simplicité apparente d'une briquette qui s'embrase lentement, il y a une chaîne complexe de décisions, de réglages et de contrôle. Une chaîne qui s'inscrit dans une longue tradition, tout en s'adaptant aux exigences modernes. Lorsque le charbon quitte enfin l'usine, il ne fait aucun bruit. Il est empilé, transporté, stocké, puis distribué à grande échelle. Pour celui qui l'achète, il n'est souvent qu'un objet du quotidien, rangé dans un sac, prêt à être utilisé. Et pourtant, derrière chaque morceau noir et léger, se cache un parcours long, précis, méthodique. Un parcours fait de temps, de chaleur maîtrisée et de décisions invisibles. Ce qui rend le charbon de bois si particulier, c'est cette concentration d'énergie issue d'un matériau vivant. L'arbre, autrefois enraciné, a lentement perdu son eau, sa structure, ses composés volatiles, pour ne conserver que l'essentiel. À travers le séchage, la pyrolyse et le refroidissement, la matière s'est transformée sans jamais être détruite. Elle a changé d'état, pas de nature. Le carbone est resté, prêt à libérer sa chaleur au moment voulu. Chaque étape du processus repose sur un équilibre délicat. Trop de chaleur, et le bois disparaît en cendres. Pas assez, et la transformation reste incomplète. Trop d'oxygène, et tout s'embrase. Pas assez, et la réaction s'éteint. Produire du charbon, ce n'est pas brûler du bois. C'est apprendre à retenir le feu, à le ralentir, à le guider. C'est une maîtrise patiente, transmise au fil du temps, enrichie par la technologie mais toujours dépendante de l'attention humaine. Le charbon de bois illustre aussi une logique d'utilisation totale de la ressource. Les plus gros morceaux deviennent des braises durables. Les fragments se transforment en briquettes. La poussière est récupérée, recomposée, valorisée. À l'échelle industrielle, cette approche réduit les pertes et prolonge la valeur de chaque arbre récolté. Elle montre comment un matériau simple peut être exploité avec rigueur et respect, en limitant le gaspillage.
Depuis des millénaires, le charbon accompagne l'humanité. Il a servi à cuire les premiers aliments, à forger les métaux, à éclairer les nuits, à dessiner sur les parois des grottes. Aujourd'hui encore, il reste un lien discret entre le passé et le présent. Il alimente des gestes familiers, rassemble autour d'un feu, prolonge des traditions. Et pourtant, sa fabrication n'a jamais cessé d'évoluer. Elle s'adapte aux contraintes modernes, aux exigences de sécurité, aux volumes mondiaux, sans renier ses principes fondamentaux. Observer la fabrication du charbon de bois, c'est comprendre que la lenteur peut être une force. Rien ne peut être précipité. Chaque phase impose son propre rythme. Le bois doit sécher. Le feu doit attendre. Le carbone doit se stabiliser. Ce temps long, souvent invisible, est la condition d'une énergie fiable et maîtrisée. Il rappelle que certaines transformations essentielles ne supportent pas la hâte. Au final, le charbon n'est ni simplement ancien, ni totalement moderne. Il est à la croisée des époques. Il incarne une rencontre entre la nature, le feu et l'ingéniosité humaine. Et lorsque, plus tard, une braise rougeoyante apparaît sous une grille, elle raconte silencieusement tout ce chemin parcouru, depuis le tronc immobile jusqu'à la chaleur partagée. Alors, la prochaine fois que vous allumerez un feu de charbon, prendrez-vous un instant pour imaginer le voyage invisible qui se cache derrière cette simple étincelle ?